Bienvenue sur la chaîne, de Clapotis. Aujourd'hui, je vous propose de revoir, ensemble la méthode pour réussir votre commentaire à l'écrit. Bien souvent en cours ou, lors de vos messages, hein, sur, la plateforme de Clapotis, vous m'indiquez, votre difficulté à faire le commentaire littéraire parce que vous ne voyez pas, comment, construire les axes, et les sous-parties. En fait, c'est vrai que ça peut paraître compliqué le commentaire littéraire, mais pour trouver ces fameux axes d'étude et ces sous-parties, en fait, il y a tout simplement des bonnes questions à se poser dès le début de l'épreuve et je dirais dès les 30 premières minutes lorsque vous découvrez le texte. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement de nous intéresser à ces questions qu'il faut se poser, ce que j'ai appelé la to-do list, c'est-à-dire les questions incontournables qu'il faut se poser le jour de l'écrit et on va se focaliser aujourd'hui sur un extrait de théâtre. Si vous aviez à commenter un extrait de théâtre le jour J, quelles sont ces fameuses questions qu'il faut vous poser? Alors déjà, il ne faut pas oublier que, votre texte, hypothétiquement, si c'est du théâtre, peut aller du XVIIe au XXIe siècle. Donc je vous invite aussi à, au préalable, revoir votre histoire littéraire. En ce sens, vous revoyez, bien sûr, les mouvements majeurs par siècle, comme par exemple au XVIIe siècle, il y a de fortes chances que vous tombiez sur un texte classique et en l'occurrence, revoyez par le biais de votre manuel, scolaire en version papier ou numérique, il y a toujours un chapitre qui est consacré à l'histoire littéraire et faites-vous des petites fiches, à partir, de ce manuel et vous mettez les caractéristiques du classicisme, par exemple. Mais n'oubliez pas aussi que sur, Clapotis, vous avez des épisodes d'histoire littéraire, aussi bien sur la chaîne que sur les podcasts. Alors, on imagine, on est le jour J, on découvre le texte et on comprend très vite qu'il s'agit donc du théâtre. Alors, ces bonnes questions, ces premiers réflexes à avoir, c'est un peu l'intuition que vous allez avoir face au texte. Souvent, vous ne faites pas marcher votre intuition, en ce sens que, alors c'est quoi l'intuition face à un texte littéraire? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez ressenti, presque, instantanément quand vous avez effectué votre première lecture? Alors ce que vous faites, vous avez des brouillons. On vous en a donné avec votre copie, eh bien vous consacrez le premier brouillon à mettre les mots qui correspondent aux réponses face à ces questions essentielles. Vous mettez en fait des mots-clés sur votre brouillon. Vous ne rédigez pas pour l'instant quoi que ce soit et vous avez toutes ces questions, bien sûr, le jour J dans votre tête. Les premières questions qu'il faut se poser, c'est, face au paratexte. Vous savez, tout ce qui entoure le texte, c'est alors déjà le nom de l'auteur, le titre, de la pièce, la date qui vous est toujours indiquée et le petit chapeau introductif. Vous savez, ce qui est écrit en italique au-dessus du texte, qui généralement vous donne des petites informations très précieuses pour, avoir des pistes par la suite. Donc justement, ce paratexte, qu'est-ce qu'il me donne comme information? Par la date, est-ce que je peux tout de suite identifier le contexte et le mouvement littéraire? Spontanément, rien qu'en regardant le texte, est-ce que j'ai affaire à un dialogue, un monologue ou une tirade? Est-ce que c'est écrit en vers ou en prose? Et quel type de pièce, a priori, vu le nom de l'auteur, j'ai affaire? Est-ce que c'est une comédie, une tragédie? Et donc sur mon brouillon, je vais me marquer mouvement alors je vais pas remettre mouvement littéraire, mais je vais mettre classicisme, monologue délibératif, texte, écrit en vers alexandrin et vous faites votre liste un peu de courses, de ce qui va être vos impressions premières et vous avez compris que par la suite, ces mots, du moins certains, vont devenir, les points forts de votre étude, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, c'est les premières questions à vous poser. Alors on continue, ça c'est les premières questions, face à votre première lecture intuitive. Vous avez lu le texte et là, vous rentrez dans le détail, c'est-à-dire les questions essentielles autour de l'intrigue théâtrale. Est-ce qu'il y a un thème, qui est, majeur abordé? Il peut y en avoir plusieurs d'ailleurs, hein. Quelle est la tonalité? Alors vous savez que la tonalité, c'est, ce qu'on appelle communément le registre littéraire. Au premier abord, quand vous lisez le texte, est-ce que vous avez l'impression que c'est plutôt, tragique, pathétique, comique, tragicomique? Enfin bref, vous marquez ça comme mot-clé. Hop, registre comique.
Où et quand se déroule l'action. Regardez toujours, je reviens un petit peu au paratexte, l'acte qui est indiqué, si c'est le 1, 2, 3, 4 ou 5 selon, aussi, la nature et l'époque de la pièce. Dites-vous que les ceux qui ont inventé le sujet vous donnent toujours un passage clé de la pièce, soit parce qu'elle fait partie de l'exposition, soit parce que c'est le point culminant, donc l'acmé, où il y a la tension extrême entre les personnages ou parce que c'est le dénouement et donc vous marquez comme mot-clé sur votre brouillon, dénouement, tension extrême, voilà, et ça vous fait un des mots-clés essentiels qui va constituer par la suite peut-être un axe ou du moins une sous-partie, majeure. Donc ça, c'est autour de l'intrigue. Ensuite, posez-vous les questions basiques sur les personnages. Quels sont leurs statuts? Est-ce que là, on voit un héros, une héroïne? Est-ce que ce sont des personnages secondaires? Quelles sont leurs relations? Est-ce que ce sont des personnages qui sont adjuvants ou opposants? Alors, adjuvant, ça vient d'un terme latin qui veut dire, aider. Donc est-ce que c'est un personnage qui est au service et qui aide celui qui est le principal dans la scène? Et auquel cas, quand vous mettez, sur votre mot-clé personnage, un tel personnage adjuvant et commencez un petit peu à procéder par association. Bah oui, tiens, à tel endroit, il dit ça à l'autre personnage, donc c'est bien la preuve que et donc vous ajoutez aussi la notion de trait de caractère. Qu'est-ce qui se dégage dans l'extrait? Est-ce que c'est un personnage, heu, antipathique, agressif, joyeux, enfin bref, tout dépendra bien sûr de la nature de la pièce et comment s'adresse-t-il la parole? Est-ce qu'on a des répliques bien réparties? Est-ce qu'il y en a un qui parle plus que les autres et auquel cas il y aura une tirade? Ou est-ce qu'on a un monologue délibératif ou encore des stichomitis, donc vous savez ces répliques très brèves, qui, soit marquent la tension, quand on est dans une tragédie ou renforcent le comique quand on est dans une comédie. Donc intrigue, personnage et vous commencez à avoir une petite liste, hein, qui va prendre, forme sur votre brouillon. Autre question aussi à se poser, la représentation théâtrale. Bien sûr, vous ne pourrez pas commenter un texte de théâtre sans évoquer la représentation théâtrale, la mise en scène, la double énonciation. Alors vous savez, la double énonciation, c'est ce qui fait la spécificité du texte théâtral. Il y a une énonciation, c'est-à-dire une situation de communication, ce sont les acteurs qui jouent des personnages qui parlent entre eux et puis il y a l'énonciation entre les acteurs qui jouent leur rôle et qui s'adressent au public. Alors justement, quel est le statut du public dans cet extrait? Est-ce qu'il est complice avec les personnages? Est-ce qu'on est informé de l'intrigue ou on est complètement dans le flou? Tout ça, vous le marquez aussi. Statut du personnage sur votre brouillon, complicité, bah, qui par exemple, se traduit, hein, par les apartés, que peut adresser un personnage. La mise en scène, bien sûr, elle est importante et elle pourra constituer soit un axe ou une sous-partie, c'est évident, il faudra surtout pas la négliger. Votre correcteur partira du principe que si vous l'oubliez, bah, vous avez oublié un pan du commentaire, surtout pour le théâtre. Donc quels sont les effets? Est-ce qu'il y a beaucoup de didascalies qui indiquent des déplacements, de personnages, des gestes, des intonations? Est-ce qu'il y a des effets de lumière? Est-ce qu'il y a des accessoires et cetera? Est-ce que les didascalies sont externes ou internes? Alors vous savez la différence, hein. Internes, c'est quand, elles sont, intégrées dans les propos, des personnages. Par exemple, le personnage qui va dire, «Je tombe», donc il dit lui-même ce qu'il est en train de faire. Ou ce sont des didascalies qui sont écrites en italique et qui vont donc, indiquer ces fameux déplacements. Donc tous ces points-là, bien sûr, vous allez les aborder et vous allez voir aussi au gré de l'histoire littéraire que plus on avance dans les siècles, plus cette notion de mise en scène va prendre de l'importance. Vous tombez sur un texte du XXe siècle, vous avez une profusion, par exemple, de didascalies et ça va vous permettre peut-être de faire un axe ou une sous-partie, très, nourrie, ce qui est moins le cas quand vous avez un texte classique où vous aviez, plutôt le texte qui était privilégié, la beauté du texte, l'alexandrin, au détriment d'une mise en scène qui n'était pas forcément, exploitée. Alors vous êtes posé toutes ces questions dans votre tête, bien sûr, vous n'aurez pas ça sous les yeux, donc il faut que vous arriviez le jour J avec vos 4 objets d'étude et à chaque fois vous dites: «Bon, si je tombe sur le théâtre, voilà les premières questions et qu'il faut que je me pose face au texte». Vous avez normalement une liste de courses, si on va dire comme ça, qui va contenir à peu près une vingtaine, voire plus, de mots-clés. Vous prenez un stylo,
de couleur, peu importe. Et là, vous allez entourer ce qui vous semble être les points les plus importants, c'est-à-dire les mots-clés qui vous paraissent vraiment significatifs de l'ensemble du texte, que vous avez ressenti au premier abord. Et vous allez en entourer, quelques-uns, 3, 4 ou 5. Et vous allez vérifier, si, ces mots font émerger quelque chose ou du moins deux idées, bien différentes. Et vous avez compris, ces mots-clés que vous allez privilégier sur l'ensemble de la liste, c'est 3, voire 2, hein, ça peut être que 2, qui vous paraissent les plus importants. Ces 2, 3 ou 4 mots-clés qui vont, s'il y en a 4, bah, il y en a 2 qui vont aller ensemble bien évidemment, eh bien, ils vont devenir vos fameuses grandes parties, avec cette idée que ces grandes parties, ce sont vos fameux axes d'études. Et bien sûr, vous allez vérifier si ces mots se complètent et non pas se répètent. Si par exemple, je m'explique, vous avez entouré, dans vos mots-clés, représentation scénique vivante, didascalie importante. Vous les avez entourés. Ils ne vont pas pouvoir constituer 2 axes différents parce qu'en fait, ils tournent autour de la même chose. Par contre, ils vont pouvoir être mis ensemble pour construire un axe d'étude évident, qui deviendra peut-être une mise en scène symbolique ou significative. Donc, vous vérifiez bien si les mots que vous avez entourés se complètent pour devenir des futurs axes d'études et puis ensuite, si, justement ils ne se répètent pas par rapport au sens qu'ils peuvent développer. Et puis après, mais qu'est-ce que vous faites des autres mots? Vous allez me dire: «Bah, j'en fais quoi? Je les mets à la poubelle?» Non, bien sûr que ceux qui vont rester et qui vous apparaissaient peut-être moins significatifs, mais quand même importants, bah, vous avez compris, tout simplement, ils vont devenir les fameux sous-parties et vous allez les agencer ensemble pour qu'ils constituent à minima, 2 sous-parties pour chaque axe d'étude ou, si ça marche, 3 sous-parties, puisqu'on vous demande souvent de faire, 2 axes d'études avec 3 sous-parties ABC. Vous verrez que parfois dans des corrigés, vous avez effectivement, 3 grands axes d'études. Alors il y a des textes qui s'y prêtent, qui sont très riches, qui effectivement permettent de développer ça. Petit conseil, essayez plutôt de faire 2 grands axes d'études qui auront, du sens avec 2 voire 3 sous-parties. Et là, ça sera, formidable. Et une fois que vous avez fait ça, donc ce qui apparaît sur l'écran, hein, ça reprend un petit peu, ce que l'on a dit, hein. On synthétise toutes ces impressions pour que le puzzle commence à prendre forme petit à petit. Donc en une phrase, vous résumez le but de l'auteur, en quelques phrases, hein, si c'est 2-3, c'est très bien aussi. Pourquoi le faire? Bah, parce que vous avez compris que ça va apparaître plus tard dans l'introduction quand vous allez présenter votre texte. Et puis ensuite, ce que je disais tout à l'heure, vous allez formuler à partir de vos mots-clés 2 idées qui pourraient constituer vos axes à venir et qui vont se compléter et non pas se répéter. Alors cet exercice, il est fondamental et surtout ça va vous permettre de, vous entraîner et ce qu'on vient de voir, c'est dans l'absolu, ça doit durer les 30 premières minutes de votre épreuve. Si au bout des 30 minutes, vous avez suffisamment de mots-clés, c'est bon signe, il faut continuer et bien sûr, vous allez finir par trouver vos axes d'études et vos sous-parties. Si vous bloquez, vous n'avez plus que 2 ou 3 mots. J'espère pas, franchement, j'y crois pas. Il est encore temps de retourner vers la dissertation et de se dire: «Bon, bah, à minima, enfin pas à minima, de toute façon vous avez pas le choix, je vais faire la dissertation littéraire sur une œuvre intégrale imposée». Mais le conseil que je vous donne, cette petite méthode de la to-do list, pour bien réviser, souvent vous vous dites: «Bah, pour réviser, je vais écrire plein de commentaires». Non, vous ne le ferez pas. Parce que voilà, c'est évident, vous n'allez pas faire 40 commentaires rédigés. Par contre, si vous faites un échéancier, un planning où régulièrement pardon, ou par, semaine ou tous les 15 jours, vous prenez un texte inconnu et vous faites cette démarche de, faire ces 30 minutes, je découvre un texte et je mots-clés et j'essaie de les assembler pour que ça devienne des axes et des sous-parties, ça sera efficace parce qu'en fait, en 30 minutes, vous révisez plein de choses. Votre histoire littéraire, votre lecture attentive et cetera et cetera. Et puis bien sûr, le dernier travail, mais ça c'était pas le but d'aujourd'hui, une fois que vous avez trouvé vos axes et vos sous-parties, vous prendrez un stylo, 2 stylos de couleurs différentes et à chaque axe d'étude, vous allez repérer les citations qui vous permettront de faire l'analyse pour le coup littéraire et détaillé de, votre texte. Donc n'oubliez pas que pour vous accompagner, il y a bien sûr sur la chaîne, Clapotis, des tutos et aussi, des séries consacrées à l'histoire littéraire qui est nécessaire et puis aussi vous avez bien sûr les podcasts sur la plateforme Clapotis et d'ici là, je vous dis à très vite pour, d'autres épisodes de Clapotis.